internationale. Pour le groupe écolo et social, Benoît Biteau. Oui, il m'a déjà fait le coup hier. Écologiste, Pascal. C'est écologiste, mais c'est pas grave. Allez, je vais pas cramer mon temps de parole pour des détails comme ça. D'abord, merci d'être venu nous présenter votre vision de l'avenir de l'agriculture. Je vais vous donner une réponse. Vous pouvez compter sur le groupe des écologistes et social pour être vigilant sur le financement des syndicats agricoles. Nous sommes très attachés à la pluralité syndicale et il est hors de question que par le truchement du financement, on mette en péril la diversité et la pluralité syndicale dans nos représentations agricoles. Donc on sera extrêmement vigilant sur cette question-là. Vous avez évoqué deux thèmes, des thèmes conjoncturels, d'actualité. La crise sanitaire, effectivement, les crises sanitaires exigent d'être dans l'anticipation, dans la prévention, et nous devons mettre à disposition des vaccins, mais des vaccins qui permettent d'anticiper et qui ne sont pas des solutions où on court derrière les épidémies, mais bien de les anticiper pour les endiguer. Et donc, on a vraiment besoin de travailler sur ce sujet-là. Toujours dans la partie conjoncturelle, on doit aider économiquement les structures qui sont impactées par ces crises sanitaires. Et j'avais une question à vous poser. Vous savez que dans la PAC, on dispose d'une réserve de crise qui, depuis qu'elle existe, n'a jamais été mobilisée. C'est une position du COPA et de la COGECA qui consiste à dire on ne mobilise jamais la réserve de crise, on la restitue aux agriculteurs, sauf que en la restituant aux agriculteurs, on n'active pas des démarches de solidarité. Et donc là, quand on a des crises de cette ampleur-là, on doit, je pense, et je voulais avoir votre position, devoir savoir mobiliser cette réserve de crise de manière à ce qu'on puisse soutenir économiquement les agriculteurs. Ensuite, vous avez évoqué des problèmes plus structurels. Et moi, j'ai envie de parler du climat et de la biodiversité. Vous ne l'avez pas évoqué, mais on a un sujet autour de l'accompagnement de l'élevage sur les zones humides, avec la tentative de faire disparaître des zones humides. Vous avez évoqué la nécessaire obligation de revisiter les densités d'élevage, les pratiques d'élevage. Eh bien, l'élevage en zone humide, au-delà de produire des produits de très très bonne qualité, converge vers cette ambition de réduire les densités d'élevage, mais permettent aussi d'entretenir des zones où on stocke du carbone, on a de la fonctionnalité hydraulique par rapport à la gestion de l'eau et on dispose aussi de réservoirs de biodiversité patrimoniale absolument remarquables, sauf que si on les éteint, si on les supprime, eh bien l'accompagnement économique, notamment via les mesures agro-environnementales et climatiques, disparaissent. Et donc je voulais avoir votre position là-dessus. Et puis je termine sur l'agriculture biologique. Effectivement, dans cette crise structurelle, il y a des agricultures qui s'attaquent frontalement à la disparition, à l'effondrement de la biodiversité, qui s'attaquent frontalement au dérèglement climatique. Malheureusement, aujourd'hui, dans les orientations des politiques publiques déployées, c'est pas cette agriculture-là qui est soutenue. Et donc, nous devons revisiter l'accompagnement de l'agriculture biologique, sortir de cette logique où on développerait l'agriculture biologique uniquement par le prisme de l'économie de marché, des lois de l'offre et de la demande, sans intégrer que c'est cette agriculture-là qui s'attaque frontalement au dérèglement climatique et à l'effondrement de la biodiversité. Donc, votre position sur ce qu'on appelle les paiements pour services écosystémiques, les paiements pour services rendus à l'intérêt commun, dont l'agriculture pourrait bénéficier. Je m'arrête là, ça fait 40 secondes de réponse aux orateurs. Et comme je suis un président très généreux, je vous donne 50 secondes. Ok, je vais aller vite alors. Du coup, réserve de crise, effectivement, ça peut tout à fait être un levier pour activer, pour répondre à cette crise qu'on connaît aujourd'hui. Pour nous, la priorité des priorités, c'est de maintenir les fermes, les agriculteurs et les agricultrices. Et du coup, on doit y mettre tous les moyens. C'est la seule façon que notre agriculture et notre alimentation répondent à tous les enjeux auxquels on est confronté et que j'ai déjà décrits dans mes prises de parole précédentes. Élevage et zones humides, évidemment, pour nous, l'élevage doit être en relation avec le sol qui le supporte. Quel que soit le type d'élevage, il doit y avoir un lien au sol. C'est le seul moyen d'avoir un élevage qui réponde aux enjeux environnementaux. Et généralement, quand il y a un lien avec le sol, il y a une qualité derrière qui répond aussi aux enjeux d'alimentation. Donc, pour nous, l'élevage doit être en lien avec son territoire et doit s'adapter aux potentialités du territoire. Pour nous, l'agriculture n'est pas du tout
frontalement opposée à l'environnement, on peut tout à fait avoir une agriculture qui préserve notre environnement, qui préserve les potentialités de nos territoires, qui préserve les ressources. Donc, effectivement, il faut faire évoluer notre élevage dans ce sens-là. Merci, Madame la secrétaire générale.